Il y a plein de choses que j'oublie. Mon père, lui, il disait rien pratiquement. Il racontait rien. Ma mère, elle parlait. Elle parlait de ses parents. Elle me parlait de ce qu'elle a vécu un peu à Varsovie. Comment elle s'est échappée du ghetto. Ça, c'est un truc qui l'a marqué à vie. Et je pense que ça nous a tous marqués. Le mode de relation, c'était que on savait qu'il y avait eu quelque chose, mais on ne pouvait pas en parler. Je me considère comme étant quelqu'un d'écorché vif et de traumatisé à vie parce qu'ont vécu mes parents. C'est obsessionnel chez moi, c'est même pas obsessionnel, c'est comme si c'est inscrit dans mon cerveau. Et je ne peux pas m'en échapper. Quand j'étais enfant et adolescent, j'avais pas du tout conscience d'être marqué ou traumatisé par l'histoire de mes parents. Mais alors pas du tout. Ça a commencé, je crois, avec mon père qui m'a dit qu'il avait été agent secret pour les soviétiques pendant la guerre. Et ma mère qui me racontait par moments qu'elle avait été au ghetto de Varsovie, elle me racontait ça parfois dans mon adolescence, mais sans s'étendre du tout. Donc je ne me sentais pas du tout traumatisé. Quand ma mère a commencé à écrire des poèmes, donc je devais avoir environ 22-23 ans, et je l'ai beaucoup aidée, ma sœur aussi. C'était le début de la prise de parole de ma mère dans ses poèmes, parce qu'elle racontait au final, et je lui ai dit souvent, elle racontait très peu de choses sur ce qu'elle avait vraiment vécu, elle. Mais c'est devenu une obsession pour elle et pour moi de diffuser cette parole qui commençait à émerger. Et de l'autre côté, mon père, lui, il était contre. Il était contre ça. Il voulait qu'on reste dans le silence. Il ne voulait pas qu'on en parle. Après, malheureusement, mon père, il est mort très tôt, quand j'avais 30 ans. C'est là que j'ai réalisé que je ne savais rien sur lui et sur sa vie. J'ai voulu commencer à faire ce film, qui était un film surtout axé sur les témoignages de ma mère sur elle, sur mon père et de 17 personnes proches de la famille, et aussi comment ça a été perçu par leurs enfants. Et là, ça a commencé quand même à m'obséder, en même temps que ça me passionnait. J'ai commencé à sentir le poids d'un certain traumatisme. Avec ce témoignage de ma mère, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas sur sa vie pendant le ghetto de Varsovie et après en être échappé. Des choses qu'elle ne m'avait jamais dites devant mon père et ma sœur. Les Allemands dévalisaient les magasins juifs en prenant tout ce qu'ils trouvaient, en envoyant sur les fronts pour les Allemands. Ils commençaient par exemple avec leur arrogance. Les reines, s'ils passaient sur un trottoir, un juif devait descendre, leur laisser la place. Ça commençait par des petites choses. Ensuite, ils ont commencé à chercher aussi l'intelligentsia à Varsovie. Donc, à Varsovie, en dehors de Varsovie, ils venaient les soirs
cherchait certaines personnes avec des listes définies, des médecins, des avocats, des écrivains, etc. Et il y avait déjà des fusillades carrément avant la construction du ghetto. Une fois le ghetto construit, on était coupé du côté aérien, c'est-à-dire du côté polonais. Donc plus droit de sortir de l'autre côté, plus droit d'avoir des contacts. Il y avait la guerre, il y avait des problèmes de ravitaillement. Donc tout a commencé avec les ghettos, avec la construction des ghettos, les problèmes. Donc la faim, les maladies. Et puis il y avait des gens très pauvres. Les Allemands, ils nous ont donné des tickets avec 350 grammes de calories par jour, par personne, qui a créé une famine, le typhus, une épidémie de typhus. Et en 1942, on pouvait voir les froids, l'hiver était très rude, manque de chauffage. Donc on voyait mourir les gens dans la rue, et couverts avec un journal. Et c'était, je veux dire, un tableau quotidien. Quand ma mère, elle était déportée, moi, je voulais suivre ma mère. On avait préparé des sacs pour chacun parce qu'on savait que peut-être on sera séparés au cours de route, qu'on sera déporté dans un camp ou dans un endroit ou l'autre. Donc, j'avais pris mon sac à dos. Je dis à mon frère, je vais rejoindre ma mère. Je ne vais pas rester, je ne vais pas me séparer de ma mère. Alors, j'avais 15 ans et mon frère, il avait 19. Il m'a arraché les sacs et il m'a dit, tu crois que tu vas t'adresser à Umschlagplatz, à un SS, et tu vas lui dire, monsieur, s'il vous plaît, voulez-vous bien me conduire dans le même wagon où se trouve ma mère? Il y avait des milliers de personnes là-bas, à moitié morts de peur déjà, parce qu'ils savaient où ils allaient. Mon frère, il m'a dit ça. Mais alors, tu crois encore à quoi? Alors là, j'ai ouvert les yeux et j'ai compris qu'en fait, qu'il avait raison, que je n'avais aucune chance de retrouver ma mère, que je ne me retrouverais pas dans le même wagon. Et du coup, j'ai abandonné, je suis restée avec mon frère jusqu'à la fin. J'ai quitté le ghetto un jour avant le combat, ne sachant pas que le lendemain, il y aura déjà le combat. Parce que mon frère, il a pu se procurer une carte d'identité polonaise, et comme j'avais les types slaves, la connaissance parfaite de la langue polonaise. Mais bon, j'avais une conversation avec mon frère à la veille. Je lui disais pourquoi tu veux absolument que ça soit moi qui sors. J'aurais préféré que ça soit toi. Tu es plus âgé, tu es un garçon, tu te débrouilleras mieux que moi dans la vie. Alors il m'a répondu ceci, il m'a dit, tu sais, maintenant, il n'y a aucune importance. Ce qu'il faut faire, qu'il faut essayer de sauver ce qu'on peut, qu'ils ont la moindre des chances de survivre, pour que le monde sache après ce qu'on a fait de nous. Une fois sortie du ghetto, ma mère parvient à se réfugier d'une famille polonaise à l'autre. Elle m'a raconté comment elle a vu de ses propres yeux, impuissante,
le ghetto brûlé par les flammes. En 1945, elle se retrouve avec ses cousins, seul survivant de sa famille, avec qui elle vit en Pologne. Mon père la retrouve alors chez eux et ils se marient. Elle envisage alors de vivre en Pologne et de devenir avocate. Mais après le pogrom de Kielce, tout le groupe décide de fuir la Pologne. Il se retrouve alors mis en prison à Berlin par les soviétiques durant quelques mois dans les mêmes geôles que les nazis et passe ensuite 1 an dans un camp américain de réfugiés à Eschweiler avant de tenter de vivre en France. We talked a lot about the past. She told me when she was a young girl in Poland and worked very hard and went from one place to the other and didn't have a place to stay. And her brother was the one she clung to, and he was killed. That was terrible for her. She stayed by herself, alone after the war. And she didn't want actually to go on living. Only when she found people that could be together with her. But she went through a very difficult time. Hearing about all what happened and her family gone, that was terrible for her. Elle faisait tout le temps des dépressions. J'ai appris que pendant 1 an, elle m'avait laissé chez une dame qui s'occupait de moi parce qu'elle n'arrivait plus à s'occuper de moi. Et mon père non plus. Je devais avoir, je sais pas, 3-4 ans. Et puis par moments, elle partait se reposer quelques semaines parce qu'elle était complètement déprimée. Dans son comportement, est-ce qu'elle paraissait traumatisée, d'après toi? Traumatisée, je ne dirais pas quelque chose de constatable d'emblée. Alors dans la première période, il n'était jamais question de la Shoah, de la période de la guerre. Et dans mon souvenir, c'est une femme absolument joyeuse, épanouie, souriante, belle comme tout, et d'une gentillesse absolument extraordinaire. La plupart des gens qui ont traversé ou survécu à la Shoah ont forcément eu affaire à un deuil impossible. D'abord son père dans le bombardement au début, bombardement sauvage de Varsovie. La disparition de la mère qui me paraît la plus dure des pertes. Et la perte de ce frère qui l'a sauvé. Ce qui est encore une disparition traumatisante pour elle, et que là encore, elle ne sait pas comment, ni où, ni quand exactement. Est-ce que tu pourrais nous parler comment tu vois le traumatisme que moi j'ai reçu et ma sœur, et comment on a réagi différemment l'un et l'autre? Je pense qu'elle vous a, comme dans beaucoup de nos familles, elle vous a protégé, pensait-elle, consciemment, par un silence. Je pense que, de ce que je sais, elle ne vous a pas raconté grand-chose pendant votre enfance, votre jeunesse, et qu'elle a cherché à vous protéger dans ce silence, et je pense qu'elle a essayé de lutter, consciemment ou pas, je ne sais pas, de lutter contre sa dépression profonde, sachant qu'elle ne peut pas tout. Elle ne peut pas protéger entièrement, alors qu'elle voudrait, compte tenu de l'histoire juive qu'elle a traversée. Les survivants de la Shoah, qui ont vécu cette humiliation et cette honte d'eux-mêmes, avoir été battus, avoir été insultés, avoir été soumis à des conduites dégradantes devant les autres. Et ça, je pense que c'est très très difficile de s'en remettre, et c'est très difficile de le transmettre, d'abord de l'assumer et de le transmettre à ses enfants. Elle vous a transmis la dureté de son histoire, la dureté du réel
auquel elle a été confrontée, le réel avec un grand R, c'est-à-dire ce réel que le langage et la bonne volonté ne peut pas forcément atténuer. Et alors je pense que vous avez tous les deux eu affaire à ça, et je pense qu'il y a aussi un problème avec votre père. Je ne sais pas comment il était avant la guerre, mais je pense que sa traversée de la guerre a dû être quelque chose d'éminemment dur, et qu'il en a gardé évidemment quelque chose. Et je pense que c'est Yolande qui a eu le plus affaire à ça. Toi, je ne sais pas. Peut-être moins, je ne sais pas. Ce qui m'a beaucoup frappé quand j'étais enfant, c'était que à certains moments, bon, je pense que je le provoquais ou j'essayais de jouer avec lui. Bon, ça peut être un peu pénible, quoi, parfois. Et puis que à certains moments, je veux dire, il était dans un état où, comment dire, où il était complètement débordé, quoi. Je veux dire, pas une crise de nerfs, mais je veux dire une crise comme ça. Et ça m'a beaucoup frappé parce que, bon, moi je pensais que j'étais en train de jouer avec lui, et puis tout d'un coup je me rendais compte qu'il y avait quelque chose d'autre qui surgissait. Il n'était pas en colère contre moi, mais je veux dire, comme c'est une espèce de force, de pression ou de souffrance qui sortait de lui. C'était à des moments où il fallait qu'il s'engage dans quelque chose de très fort, hein, forcément avec un gamin. Je sais pas, il y avait quelque chose qui devait ressurgir ou qui l'empêchait, qui faisait obstacle. Et il y a une coupure tellement brutale dans la vie que les gestes qui apparemment semblent les plus simples pour les êtres humains étaient fractionnés. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Des fois, je le voyais sur sa machine à coudre, qui était ailleurs complètement. Ça allait pas, qui était pas bien. Et il travaillait pour oublier. Et il prenait des drogues pour tenir le coup. Il était déprimé toute sa vie. Et quand il a arrêté son travail, ça a été la descente aux enfers. J'ai passé des années à essayer de lui remonter le moral. Et après les dernières années, il passait son temps allongé, il faisait rien, il restait allongé. Il n'avait plus envie de vivre. Le parcours de mon mari, il est plus tragique encore que le mien, parce que autant qu'homme, c'était déjà plus difficile, ça posait davantage de problèmes. En plus, sa famille était plus nombreuse, donc il avait 4 frères, 3 sœurs, qu'il les a tous perdus, les parents compris. Ils étaient obligés d'abandonner leur maison qui était située à 20 km de Varsovie, de tout abandonner. Il y avait un grand garage allemand qui essayait de constituer un groupe de travailleurs juifs pour cette garage. Donc il s'est présenté là-bas et il était admis. Un jour, en effet, la Gestapo est venue chercher ce groupe pour partir. Ils les ont amenés avec un camion et ils les ont conduits à cette fameuse Umschlagplatz, c'est-à-dire c'est une place où partaient des wagons pour bestiaux, wagons de marchandises, vers la direction Majdanek. Donc mon mari a dit à certains, écoutez, moi j'ai décidé de sauter des wagons. Ceux qui veulent, bon, aidez-moi à entrouvrir. J'ai amené quelques outils. On va essayer d'ouvrir le wagon. Et bon, il dit, je prends le risque, ça sera ce que ça sera, mais je ne veux pas me rendre aux Allemands, je ne veux pas me rendre dans un camp de mort. Je préfère de mourir, même en me donnant la balle moi-même. Il y a plusieurs qui ont sauté.
et mon mari parmi eux. Donc il a traîné comme ça dans la forêt pendant 2 jours sous la pluie, sans dormir, sans manger. Puis un jour, il a abouti à une ferme où il a frappé aussi pour demander un peu de l'aide. Il s'est aperçu que c'était des fermiers polonais, que c'était des jeunes polonais déguisés en fermiers. Donc il avait compris que c'était la résistance. Mais dans ce village-là, même, je veux dire, les villageois polonais, ils étaient mal vus par les villageois polonais. Et ils les ont dénoncés. Et quand la Gestapo est arrivée, mon mari s'est mis à côté de la fenêtre parce qu'il savait, bon, s'ils vont contrôler s'il y a des juifs ou quoi, bon, les Polonais, ils seront pris comme des Polonais, mais lui, il sera pris tout de suite comme un juif. Donc, il a sauté par la fenêtre. Les Allemands, ils ont commencé à tirer. Il y avait d'autres Polonais qui sont sautés aussi pour se sauver. Et il y avait plusieurs tués. Là, il ne savait vraiment plus où aller. Il était complètement désespéré, désespéré. Il courait devant lui jusqu'à il est arrivé devant une rivière. C'était déjà sur le terrain de la Biélorussie. Il n'en pouvait plus. Alors il a pris une pierre, il l'attachait avec une ficelle autour du cou et il s'est jeté dans la rivière. Il voulait se noyer. Et il y avait un petit pêcheur ukrainien qui était en train de pêcher sur cette rivière. Et avec les rames, il a senti un obstacle. Il a regardé, il s'est penché, il a regardé en profondeur, et il a vu oui, un homme qui est en train de couler. Il a commencé à taper, il a approché sur le bord. Il était à 80% déjà noyé. Il a attendu un peu avec lui jusqu'à il a repris conscience. Et après, il lui a demandé qu'est-ce que tu as fait. Alors, mon mari lui a dit je voulais me noyer. Alors, il dit mais pourquoi? Il dit parce que je suis juif. Alors, là-dessus, l'autre, il a répondu si je savais que tu étais juif, je t'aurais certainement pas sauvé. Voilà. Il a craché là-dessus, il est parti. Après avoir survécu des mois dans les forêts de l'Est, trouvant chaque jour à peine de quoi manger, il est tombé sur des forces russes, membres du NKVD, qui lui ont proposé de travailler pour eux. Ses missions : faire des enquêtes sur des Ukrainiens et des Polonais pro-nazis. À la fin de la guerre, les Soviétiques lui ont proposé une carrière à Moscou comme agent secret qu'il a refusé. À la fin de la guerre, mon père a découvert qu'il avait perdu toute sa famille. Il avait 7 frères et sœurs, tous mariés avec des enfants. Tous ont été exterminés à Treblinka et à Auschwitz. I remember your mother in prison with us, and your father was with my father in prison. And he wanted to commit suicide, your father, in prison. So he said, I won't be in prison anymore. So my father said,
commit suicide tomorrow. Let's go through the day. And if it won't work out, then you can always do it. But tomorrow, not today. For your father, it was very difficult to be closed again and, you know, and to lose everything we had, actually, we lost. Because we had already everything from Poland after the war, and everything was gone. Okay. Dans le film d'aujourd'hui, j'ai creusé, j'ai compris comment mon père m'a marqué beaucoup plus que je ne pensais. Il m'a transmis une violence terrible que j'ai en moi et que, comme lui, j'essaye de maîtriser, parce qu'il l'a maîtrisé. Hein. Il l'a maîtrisé tout le temps. Mais on a du mal à l'admettre que c'est de la souffrance qui a été transmise par ses parents. Parce que c'est quelque chose d'inacceptable, ça. Et cette souffrance, il faut vivre avec. Il faut arriver à la sortir, à la dépasser, pour arriver quand même à vivre par soi-même. Et dis-moi franchement, Riven, est-ce que tu saurais dire comment je peux m'en sortir, moi, de mon traumatisme ? Toi, tu peux t'en sortir en retravaillant l'histoire, en retravaillant encore et encore l'histoire de ta mère, en insistant sur les différentes versions, ce qui peut te permettre de comprendre que ce traumatisme n'est pas un bloc, qu'il a des mouvements comme ça de variation, et que peut-être par la peinture, tu peux transformer cet invivable de ce traumatisme en quelque chose qui peut être beau, coloré, vivant, et qui t'apporte une satisfaction vivante. J'ai commencé à aller voir des psychanalystes à partir de 17 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'en vois toujours. Cette souffrance que j'ai et que j'ai eue, je ne connais pas un ashkénaze qui soit normal. J'en connais pas un. Tous ceux que je connais, ils ont besoin d'un psy. Et soit ils vont le voir, soit ils ne vont pas le voir, mais ils en ont besoin. Il y a des conséquences à ce génocide, encore aujourd'hui, envers la deuxième et troisième génération, qui sont très très puissants. Il est temps de se rendre compte aujourd'hui qu'il y a quand même des peuples qui ont souffert de l'histoire. Et il faudrait faire un travail pour voir comment, chez un individu, comment ces choses-là, je veux dire, la présence de l'inconscient, les désirs infantiles et tout, comment elle se mélange et comment elle fait son chemin à travers ces blessures de l'histoire. Est-ce que tu crois que ça a joué dans le fait que ni moi ni ma sœur on a des enfants pour l'instant? Ben, je crois que vous avez un peu peur de responsabilité tous les deux. Par le fait d'être trop pris en charge par nous. Jusqu'au jour, je crois, que même en ce moment, quand je suis là, je vous sers encore La vis? de rempart. Vous appuyez, vous comptez malgré tout encore sur moi, quelque part. Cette interview de ma mère m'a fait comprendre tout à coup qu'elle avait un fort sentiment de culpabilité d'être vivante. D'être vivante pour sa mère qui a été déportée et surtout pour son frère qui l'a sauvée et qui est mort à sa place en combattant au ghetto de Varsovie. C'est pas un hasard si ma sœur et moi, on n'avait pas envie d'avoir d'enfants. C'est à cause de ce sentiment de culpabilité très fort. Et ce sentiment-là, les enfants, ils en prennent une part.
C'est possible que mon père aussi a joué un rôle. Par son silence. Il ne m'incitait pas non plus à avoir d'enfants. Quand tu as fait ce film, c'est vrai que tu ne voulais pas avoir d'enfants et je le comprenais par rapport au traumatisme qui t'a été transmis par tes parents. Je n'avais pas conscience que j'avais ce blocage. Et c'est en faisant ce film que j'ai compris cette transmission. Et ça fait bouger des choses en moi. Et juste après, j'ai décidé d'avoir un enfant, Alexandre. Avoir un fils a été pour moi et ma famille un événement majeur. Mais c'est très vite posé la question de la transmission de notre histoire. Comment lui raconter sans lui transmettre mon traumatisme ? Pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai baigné un petit peu dans cette histoire et on m'a transmis des choses de manière même involontaire. Mon père était quand même très nerveux quand j'étais enfant. Il était très nerveux, il était aussi très sensible. C'est déjà arrivé qu'à la radio passe un court documentaire sur le ghetto de Varsovie. Il était incapable de l'écouter sans s'émouvoir. Je le voyais aussi très gêné, voire très nerveux lorsqu'on rencontrait des Allemands dans la rue. Donc c'était des choses comme ça, au quotidien, soit des moments de nerfs, de crise de nerfs, ou des moments de crise de larmes récurrentes. Je ne voulais pas trop aborder ce sujet tant qu'il n'y avait pas au moins 10-15 ans pour qu'il soit capable de comprendre de quoi je lui parle. Après, effectivement, quand même, vers 13-14 ans, j'ai commencé à lui raconter un peu des choses. Mais pas beaucoup, très peu. Pourquoi ? Parce que ma mère était toujours là. Ma mère s'occupait de lui. Je trouvais qu'elle était quand même plus légitime que moi pour en parler. Mais elle avait une autre vision des choses. Elle voulait passer des moments agréables et voir que du positif avec son petit-fils. On me disait souvent qu'il fallait que j'aie au moins 10 enfants. Et j'étais le seul petit enfant de ma grand-mère et le dernier Finkelstein. Et que j'avais un devoir de repeupler cette lignée-là. J'ai jamais pensé transmettre à mon fils qu'il fallait qu'il ait plein d'enfants. Par contre, j'avais et j'ai toujours cette idée forte dans ma tête que ma mère avait aussi, hein, c'est qu'il est le seul descendant de la famille et que donc j'aimerais qu'il ait des enfants. J'ai compris comment, entre ce qu'on veut transmettre et ce qu'on a transmis, il peut y avoir une différence énorme. Je voyais bien que chez ma grand-mère, il y a des photos de moi partout et que ça comptait énormément pour elle. Même si au quotidien, j'ai pas l'air de penser à tout ça et que depuis que je suis petit, on me transmet beaucoup. Mes parents me transmettent beaucoup, ma grand-mère m'a transmis des choses. Moi, j'ai pas renvoyé un intérêt particulier pour ça. Et c'était un intérêt qui est profond, qui est en moi, qui est caché et qui est intime. Mais c'est pas quelque chose que j'exprime facilement. Dimanche, nous étions le 19 avril et nous célébrions le 77e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Il est si difficile de trouver les mots pour raconter tout cela et pour dire ce que cela me fait ressentir.
Les mots. Dimanche, je n'ai pas réussi non plus à les trouver, ces mots, pour répondre au message odieux de mon père. Mais aujourd'hui, j'aimerais essayer de nouveau, avec vous cette fois. Écouter encore une fois les mots de ma grand-mère et la voix troublée de mon père. Et lui faire écouter aussi peut-être pour la première fois de ma bouche ces mots que je ne prononce jamais. Ghetto, Varsovie, nazi. Lui dire que moi aussi j'y pense, souvent même à ma grand-mère, à ce qu'elle a vécu, à ce qu'elle m'a raconté et à ce qu'elle a préféré ne pas dire. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir parce que je dirais que c'est dans la filiation et la mémoire de quelqu'un que j'ai connu, hein, que j'ai apprécié du reste. Genia Fickelstein, qui était donc née à Varsovie, où elle a vécu son adolescence dans le ghetto. Moi, j'ai le souvenir d'une battante. Est-ce que le fait de recueillir cette parole-là, ça vous engage l'un et l'autre, et je me tourne aussi vers Alexandre, pour travailler, je dirais, sur la matière historique? Avec un peu de recul, je me rends compte que ce qu'elle racontait, c'était toujours des épisodes, c'est non pas que c'était romanesque, mais c'est tellement impensable de dire que ça existait, qu'on a l'impression que c'est des histoires ou des Oui. aventures. Vous reconstituez une histoire, vous renouez un lien, et dans ce sens-là, je dirais, pardonnez-moi de vous le dire, mais d'une certaine manière, ça va gommer, et ça gomme un peu le traumatisme originel. J'ai voulu partir donc à la recherche de mes racines et j'y suis arrivé. J'ai repris ce film pour essayer de le terminer cette fois-ci et arriver à parler aussi de la transmission. C'est ce qui était le projet initial, la transmission sur 3 générations de ce traumatisme. Comment est-ce qu'il est transmis consciemment ou inconsciemment, surtout? Comme toutes les mamas et les grand-mères juives, hein, elles ne voulaient pas non plus faire ce qu'on appelle une donation de souffrance. Il y avait beaucoup de pudeur. Voilà. Et ce qui est intéressant pour nos amis qui nous écoutent, c'est de voir comment a fonctionné, je dirais, cette transmission intrafamiliale. Oui, je pense que là où ma grand-mère, finalement, voilà, après la guerre, a passé sa vie à travailler. Et mon père a été quand même un petit peu... on va dire hanté par beaucoup de démons. J'ai quand même l'impression que les générations passant, personnellement, j'arrive un petit peu à m'extraire de cette histoire sans pour autant l'oublier. Mais j'arrive quand même à expérimenter ma vie plus légèrement, plus librement. Oui. Et en psychanalyse, on appelle ça une sublimation, figure-toi. Tu t'engages dans une voie créative précisément pour prendre du champ avec quelque chose qui est comme ça indéfinissable.
Une chose importante en moi est ma peur viscérale de voir revenir un jour un régime néofasciste et raciste là où je vis. J'ai ainsi passé une partie importante de ma vie à militer contre la montée de l'extrême droite en France, qui ne fait pourtant que progresser comme ailleurs en Europe et dans le monde. Monsieur Ariel Weil, maire de Paris-Centre, prononcera le discours d'accueil. Puis, Monsieur Joseph Finkelstein, fils de Genia et Henrike Finkelstein. À l'issue du discours, il sera procédé au dévoilement de la plaque. Alors, je voudrais dire quelque chose. D'abord, en commençant peut-être par citer Annette Dievorka qui, dans Auschwitz, expliquait à ma fille, disait, dans des temps inhumains, être simplement humain relève parfois de l'héroïsme. Et je voudrais parler peut-être de cette notion d'héroïsme ici quelques instants, qui, à double, à triple, à quadruple titre, est interrogée, visitée, illustrée par l'exemple de tes parents. Je suis heureux et fier de voir ce projet se réaliser. Car cette plaque, au nom de mes parents, ici au cœur du Marais, est une reconnaissance publique de l'histoire de centaines de juifs ashkénazes, rescapés du génocide juif, qui ont vécu dans ce quartier à partir des années 50. Mon père, et j'en suis fier, était un libre penseur. Il n'adhérait à aucune religion, ni à aucune idéologie. Je vous remercie tous, sincèrement, qui êtes venus ce matin pour ce moment historique, pour moi en tout cas. Ici vivait Genia Finkelstein, 1927-2018, et Henrike Finkelstein, 1918-1989, juifs polonais, tous deux survivants du ghetto de Varsovie et de la Shoah. Transmettre à la génération suivante, d'une part, à quoi peut être capable un peuple du XXe siècle civilisé, jusqu'où peut aller la haine. Et d'autre part, dire aux jeunes que il faut lutter, la vie c'est une lutte éternelle, qu'il faut lutter à tout prix, il faut se battre pour la liberté, il faut la défendre. Voilà.